Et vous avez remarqué une différence entre la façon de travailler chinoise et la façon africaine? Ah, oui, il y a une différence importante. Alors après, dans le livre, j'utilise le concept qui est un peu daté maintenant, mais qui est le concept de culture polychrone et de culture monochrone. Et alors, il y a des grosses différences, mais elles appartiennent tous les deux aux cultures polychrones. Dans le sens, ce qu'on appelle une culture monochrone, c'est l'archétype, c'est un peu la culture c'est les Suédois, où voilà, le travail, il est bien dans les cases travail, tout est bien rangé, il n'y a pas de, il y a pas de, il n'y a pas de passage entre le monde du travail, le monde personnel, la famille, le tout. Alors que bon, bah, au Gabon en tout cas, et en Chine aussi souvent, la famille, le travail, c'est des choses qu'on ne va pas pouvoir complètement séparer. Il y a toujours un cousin qu'on a invité, qu'on a fait venir. Donc finalement, il y avait des points communs et d'autres, et des grosses différences dans le rythme, on va dire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chine Afrique. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir sur le plateau Vincent Robin Gazit. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de l'Alliance française de Normandie. Vous allez bientôt prendre la direction d'une alliance française en Inde. Exactement. Et vous avez notamment vécu en Afrique, au Gabon, en 2013 à 2015, où vous avez travaillé pour une entreprise chinoise. Exactement. Alors, c'était une expérience inédite que vous avez ensuite immortalisée dans votre livre Un Français en Chine-Afrique, publié par les éditions Max Milo. Pour commencer, comment êtes-vous arrivé à travailler en tant que Français pour une entreprise chinoise au Gabon? Je dirais pas que c'est un pur hasard, mais je travaillais en Chine. Où je me suis marié, je m'étais passionné pour la langue et la culture chinoise. J'avais très envie de rester en Asie, mais il se trouve que ma femme apprenait aussi le français et qu'un des débouchés majeurs pour les apprenants de français en Chine, c'est d'aller travailler en Afrique. Et donc c'est le projet que ma femme avait et j'avais pas vraiment envie d'y aller, j'avais très envie de rester en Asie. Mais elle m'a dit, bon si je trouve deux boulots, un pour toi, un pour moi, est-ce qu'on y va? Je me suis dit, ouais, trouve-moi un travail dans une entreprise chinoise en Afrique, bon courage. Je pensais être débarrassé de l'idée, mais non, elle a réussi à trouver deux boulots en Chine, en Afrique, donc dans une entreprise chinoise, CCCC ou Zhongtiao à l'époque. Et donc on est parti. C'était vraiment un double choc culturel, j'imagine. Alors, choc culturel, oui, parce que finalement, en fait, quand on vit dans un pays, quand on vit en Chine, bien sûr, on a des amis chinois, mais on a aussi des amis français ou anglais ou occidentaux, et on n'est pas complètement immergé dans la culture. Quand on est arrivé dans l'entreprise, là, on était logé avec les gens de l'entreprise, donc avec des collègues chinois, on travaillait tout le temps avec des collègues chinois. J'ai pas vu de français ou de blancs, pour parler comme ça, quasiment pas pendant 2 ans. En tout cas, je travaillais pas avec eux. 2013, c'est l'année où Xi Jinping prend le pouvoir. C'est aussi vraiment le début de ce projet de Nouvelle Route de la Soie, au Belt and Road Initiative. Quelle était votre perception des entreprises chinoises qui s'installaient en Afrique un peu pour la première fois? Alors c'est vrai que dans un premier temps, ça n'a pas été clairement intégré au projet Ida-Ilu, donc au projet des routes de la soie, puisque c'est un projet vraiment vaste qui peut toucher un peu tous les domaines et aussi toutes les zones géographiques, puisque maintenant les relations avec l'Amérique du Sud sont aussi incluses quelque part dans ces nouvelles routes de la soie. Et donc c'était pas au départ logique que ces chantiers africains fassent partie de la route de la soie, mais petit à petit ils ont été agglomérés. Et pour moi, c'était intéressant de voir une rencontre qui était en train de se créer. Je sentais vraiment que c'était quelque chose de naissant. On y retrouvait une incompréhension, ou en tout cas un sens commun qui était en train de se créer. Et il y avait quelque chose qui se passait. Donc, en dehors des liens purement économiques, il y avait quand même quelque chose
Voilà, on sentait qu'on se regardait, on s'observait, on apprenait à se comprendre et c'était quand même, enfin, c'était vraiment très intéressant d'être témoin de cette période-là. Parce que cette entreprise chinoise, c'était spécialiste dans quel domaine? C'était du BTP, donc c'était des routes. Et au début, comment est-ce que vous avez vu, alors vous êtes français, donc votre femme est chinoise, vous travaillez aussi avec des Africains. Comment est-ce que toutes ces cultures ont interagi? Est-ce qu'il y avait des malentendus, des moments... Oui, il y a énormément de malentendus. Après, il y a énormément de malentendus, mais comme dans toute relation. Hein, et puis surtout que c'est les contacts à travers l'histoire entre... je dirais pas qu'il n'y en a pas eu, mais ils ont quand même été moins importants que les contacts entre l'Europe et l'Afrique. Donc il y a une découverte. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de points communs finalement en fait, dans la conception de la famille, dans pas mal de choses ils se retrouvaient des fois presque autant, voire mieux qu'avec les collègues français. Mieux peut-être pas, mais c'était différent. C'était quelque chose en création. En fait, j'ai fait ma thèse là-dessus. Après, j'ai étudié en fait d'un côté purement linguistique comment une nouvelle réalité se crée en français avec un contact entre des Gabonais et des Chinois. Et donc on voit que c'est pas uniquement la langue, mais c'est aussi les petits gestes culturels et tout ça en fait devient quelque chose qui est autre. C'est de la langue française, mais c'est une autre culture. C'est une culture sino-africaine en français. Parce que, quelle était la perception de regard des Chinois sur les Africains et quel était le regard des Africains sur les Chinois à cette époque? Alors je pense que ça a beaucoup évolué, mais c'était pas... Alors déjà c'était assez marrant de voir que les Africains, enfin les Gabonais, parce que je préfère parler par pays, l'Afrique c'est trop vaste pour... Mais les Gabonais avec ce cliché du Chinois, de la Chine, tiers-monde, pays pauvre. Et donc c'était comme ça qu'ils approchaient la Chine. Et certains, des fois, avaient des opportunités d'aller visiter et ils revenaient avec les yeux qui brillaient parce qu'ils avaient vu Pékin, ils avaient vu Shanghai. Ça avait complètement bouleversé leur vision des choses. Maintenant, ça a changé, ça commence à... Mais à l'époque, c'est vrai que la vision des Gabonais sur la Chine, c'est un pays pauvre, voilà. Donc, Et de l'autre côté? De l'autre côté, je dirais un peu la même chose. Donc, c'est pas l'endroit où on rêve d'aller, surtout qu'en fait, dans le milieu des traducteurs qui sont généralement assez jeunes, quand ils partent en Afrique, ils apprennent le français, ils ont des tours Eiffel plein les yeux, et puis quand ils se retrouvent à Libreville ou à Yaoundé à travailler, c'était pas le plan originel, j'imagine. Mais c'est des choses qui évoluent beaucoup, et on a eu l'occasion avec ma femme de retravailler, enfin surtout elle travaille au Congo actuellement. Et donc on suit un peu ce monde sino-africain, et c'est vrai que ça évolue beaucoup, et je sens un intérêt qui est plus important dans les nouvelles générations qui arrivent de Chine en Afrique pour les cultures africaines. On sent qu'ils s'intéressent plus à ce qui se passe en local. Et quel était leur regard sur vous en tant qu'étrangère? Ça n'a pas été facile tout de suite, mais je dirais qu'ils sont habitués. En fait, j'ai fait quand même pas mal d'efforts, on parlait donc... Mais quand vous dites que c'était pas facile, qu'est-ce que c'était qui n'était pas facile? Bah, pas facile. Mes collègues chinois étaient adorables, hein, donc ils ont tout fait pour me rendre à l'aise, mais moi, je sentais bien que je faisais un petit peu tâche dans le décor. Mais au fur et à mesure, on peut arriver presque à pas passer complètement inaperçu, mais c'est vrai que des fois, j'arrivais à me faire oublier, ce qui était déjà... Parce que la hiérarchie chinoise dans l'entreprise aussi, c'est très particulier, j'imagine. Oui, c'est très particulier. Effectivement, j'étais en partie épargné, pas tout le temps. Il y a des fois, j'ai eu moi aussi mes petites remontrances et des... bah voilà, on a fait une bêtise. Enfin, des fois, on ne sépare pas trop en fait la vie personnelle et la vie professionnelle, puisqu'on est tout le temps ensemble. Donc déjà c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude en tant que Français. Et voilà, quand on sent qu'on a fait quelque chose on a fait une erreur et on nous fait perdre la face pendant un repas ou on comprend ce qui se passe, mais on n'est pas forcément affecté de la même façon. Et puis finalement on finit par être affecté de la même façon, parce qu'au départ je me disais mais moi j'ai pas de face, moi je m'en fiche. Puis finalement en fait non, j'étais affecté aussi c'est des choses très subtiles, hein. Des fois ça peut être une petite remarque ou une petite chose qui fait que... Et comment vous arrivez à vous intégrer un peu plus dans ce monde? Bah après la langue c'est clé, mon épouse a beaucoup aidé.
Et on a vécu des choses très fortes, dans le sens, je le raconte dans le livre, mais on a des collègues qui sont morts sur des chantiers, qu'il a fallu évacuer. On a eu des attaques à main armée dans le bureau, on a vécu des choses en tant qu'équipe de travail ou équipe de vie, on va dire, fortes, donc ça vous soude. Et puis quand ils ont bien vu aussi que je travaillais avec eux, que je me concevais comme faisant partie de l'équipe, que s'il fallait travailler 24 heures sans s'arrêter pour résoudre un problème, je le faisais, et que je faisais mon possible pour faire comme eux. Et vous avez remarqué une différence entre la façon de travailler chinoise et la façon africaine? Ah oui. Il y a une différence importante. Alors après, dans le livre, j'utilise le concept qui est un peu daté maintenant, mais qui est le concept de culture polychrone et de culture monochrone. Et alors il y a des grosses différences, mais elles appartiennent tous les deux aux cultures polychrones. Dans le sens, ce qu'on appelle une culture monochrone, c'est l'archétype, c'est un peu la culture c'est les Suédois, où voilà, le travail, il est bien dans les cases travail, tout est bien rangé, il n'y a pas de passage entre le monde du travail, le monde personnel, la famille, le tout. Alors que bon, au Gabon en tout cas, et en Chine aussi souvent, la famille, le travail, c'est des choses qu'on ne va pas pouvoir complètement séparer. Il y a toujours un cousin qu'on a invité, qu'on a fait venir. Donc finalement, il y avait des points communs et d'autres, des grosses différences dans le rythme, on va dire. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les entreprises chinoises sont mieux adaptées à travailler en Afrique en suivant les cultures locales, les lois locales? Ou y a-t-il toujours un peu ces malentendus, ces tensions? C'est une bonne question. Je pense que ça évolue. Alors après, c'est pas pour botter en touche, mais il y a de très beaux projets qui se montent, et notamment qui font travailler ensemble une partie africaine, une partie française et une partie chinoise, comme le projet sur lequel travaille mon épouse, en fait, qui est la première autoroute du Congo, Congo-Brazzaville. Donc elle est en charge elle est directrice adjointe et elle est en charge de son exploitation. Et donc il y a une partie française, une partie chinoise et une partie africaine. Et le travail des trois ensemble, c'est vraiment intéressant. Il y a des gros capitaux qui ont permis de construire c'est pharaonique hein, comme route. Il faut passer à travers la forêt primaire, etc. Donc c'était sans la capacité des Chinoises à financer et à maîtriser un projet de cette taille. Ça n'aurait pas été possible. Il y a le côté français qui a amené le côté un peu plus écologique. Il y a eu des traitements particuliers pour respecter la forêt, pour faire en sorte qu'on utilise des matériaux, pas bio, mais des matériaux organiques pour faire certains éléments de la route et respecter au maximum la forêt. Il y a eu des éléments de RSO pour que la gouvernance soit la plus éthique possible. Donc le mélange donne c'est pas facile, parce que en termes interculturels c'est compliqué, mais c'est à mon avis un modèle qui est très intéressant. Pour les Européens, c'est quelque chose que vous avez évoqué plusieurs fois, mais les Européens, ils ont des difficultés parfois à comprendre la culture chinoise. Pourquoi vous pensez que la culture chinoise est si différente ou parfois si difficile à accéder pour un occidental? C'est pas mon sentiment en fait. J'ai plus envie de... Enfin après, je suis forcément biaisé parce que je fréquente la Chine depuis assez longtemps, mais finalement, je trouve que les cultures africaines, celles que j'ai pu, donc Gabon et Congo, me semblent plus loin que la culture chinoise. Et ça parce que d'une part, il y a la langue qui nous cache la différence. Le fait de parler la même langue, des fois, on oublie un petit peu une certaine différence. Et il y a la structure de la cellule familiale qui est très différente. On entre dans une famille chinoise, on sait qu'il y a le grand-père, il y a la grand-mère, il y a le père, la mère, les enfants. C'est facile, c'est comme chez nous. On entre dans une famille africaine, on ne sait pas qui est qui. Il y a peut-être la tante, le fils, et ça, à mon avis, en termes de construction psychologique, la cellule familiale, ça a une grande influence. Donc j'ai beaucoup plus de mal à imaginer ce qui peut se passer dans la tête d'un collègue africain que dans la tête d'un collègue chinois. Vous avez cité la fameuse phrase de Alan Peyfrit dans votre livre « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». En quoi ce que vous avez vécu, vous avez vu là-bas, vous a rappelé cette citation?
Alors ça date un peu, c'est vraiment que la phrase de Perfit et puis aussi la façon de l'utiliser. Maintenant, je pense qu'on pourrait presque dire quand les États-Unis s'éveilleront, le monde tremblera, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Et non, c'est vrai que les choses changent tellement vite que ce que je pensais à cette époque-là, je le pense plus forcément maintenant. En fait, il y a tellement la Chine s'est éveillée, c'est sûr. L'Inde s'est éveillée, l'Afrique s'éveille aussi, l'Amérique du Sud va aussi. Donc on est vraiment dans un monde multipolaire en fait. Et c'est pas uniquement la Chine qui va. Je pense que ça est tout à fait lié à notre situation dans ce que vous dites dans votre livre, qui est trop longtemps, le monde n'a été observé que du point de vue de l'Occident. Cette ère est révolue. Là, vous avez été en Afrique donc en 2013, aujourd'hui nous sommes en 2025. Quelle est votre perception de cette observation? Quel est votre regard? Eh bien, contrairement à l'autre question, je pense qu'il y a encore du travail là-dessus. On y vient, hein, sans parler de cancel culture, mais il y a quand même une réflexion postcoloniale qui est importante, une littérature postcoloniale qui est importante. Mais la Chine, c'est un bon exemple, parce que la Chine n'a jamais attendu le regard de l'Occident pour aller regarder le monde. Et là, elle le regarde, et effectivement, il y a une littérature, il y a une littérature, le monde chinois parle, et le monde chinois parle du monde. Et ça, c'est une réalité qui existe déjà. Nous, on ne l'entend pas forcément, parce que les livres ne sont pas forcément traduits en français ou en anglais, mais sans aucun doute, le monde chinois parle du monde et voit le monde d'une façon complètement différente des Occidentaux. Une dernière question. Quelle est votre définition ou votre sentiment vis-à-vis de ce mot Chine-Afrique et aussi par rapport à Franc-Afrique? Alors effectivement, c'est un peu biaisé et je pense que utiliser le mot Chine-Afrique, c'est un peu... je ne l'utilisais pas comme ça volontairement, mais ça peut effectivement faire rapport à la France-Afrique, donc à la corruption, à toutes les manœuvres post-coloniales qui ont été mises en place sous De Gaulle, etc. Bon, je ne vais pas non plus faire de la langue de bois et dire que tout est rose et que tout est propre dans les relations sino-africaines, mais je pense que le mettre, caler le modèle de la France-Afrique dessus, c'est pas très constructif, ça ne permet pas de voir les choses qui se passent, qui sont différentes et qui sont sur un modèle différent. Merci beaucoup, Vincent Robin Gazit, d'être venu aujourd'hui pour parler de votre expérience en Chine-Afrique. Et merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.